Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Camille Scap qui est la coordinatrice régionale de l'ESPREV. L'ESPREV, c'est l'équipe spécialisée de prévention inter-EHPAD, donc qui est portée par le groupement hospitalier Los-au-Bourdin, donc dans le Nord. Donc merci Camille de participer à cet épisode pour nous expliquer qu'est-ce que c'est une ESPREV, donc on dit une en fait puisque c'est une équipe. Comment ça marche, qu'est-ce que vous faites et voilà. Alors avant de commencer, je te propose de te présenter. Alors, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Camille Scap, je suis donc la coordonnatrice effectivement territoriale et régionale des ESPREV donc, depuis février 2022. Sinon, au niveau de mon parcours professionnel, moi, je suis ergothérapeute de formation, donc j'ai été diplômée en 2020, donc ça fait déjà un petit moment. J'ai exercé 10 années donc principalement en EHPAD. Que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Et j'ai également travaillé au sein d'un centre de revalidation fonctionnelle. Donc, j'avais divers temps partiels, puisqu'au début de carrière, effectivement, l'ergothérapie n'était peut-être pas forcément encore aussi développée qu'actuellement. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, lors de mon parcours professionnel en EHPAD, de reprendre mes études et de faire un master en gestion des entreprises sanitaires et sociales. Donc, à partir de là, ensuite, j'ai été directrice adjointe d'EHPAD donc pendant 10 années. Et puis, en 2020, j'ai eu l'opportunité et la chance de rejoindre le GHLH sur le projet d'ESPREV. Donc, c'est un projet qui, pour moi, me semble tout à fait pertinent pour les EHPAD, pour l'accompagnement au quotidien des EHPAD en ayant ce versant professionnel soignant que j'ai dans ma carrière et ce versant gestionnaire, on va dire, dans le côté direction adjointe. Donc, j'ai rejoint l'équipe du GHLH en tant que coordonnatrice de l'équipe et ergothérapeute à temps plein. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, encore une fois au GHLH, en fin d'année 2020, de diviser mon temps entre la responsabilité de la résidence Jean de Luxembourg, donc l'EHPAD Jean de Luxembourg d'Aubourdin, et je suis restée à mi-temps coordonnatrice de l'équipe. Et puis, chemin faisant, j'ai eu l'opportunité, là, en février, de prendre la coordination donc, territoriale et régionale des ESPREV. Super, ouais, super parcours, félicitations. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve au niveau de l'ESPREV, et tu vas nous l'expliquer, mais c'est que c'est vraiment nouveau, donc c'est vraiment innovant. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut presque inventer, non? Oui, c'est vraiment, de toute façon, le projet est expérimental. Dès qu'il a été développé par l'ARS, ça faisait partie du cahier des charges. C'est vraiment un projet expérimental pour 3 ans. Donc là, on arrive bien sûr à bientôt la fin des 3 années pour les premières équipes en fonctionnement. Covid étant venu nous mettre un peu des bâtons dans les roues, il y aura certainement prorogation pour pouvoir poursuivre le projet. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard dans les échanges de l'avenir des équipes. Mais effectivement, tout est à inventer, tout est à construire. Bien sûr, on a un cahier des charges, on a une feuille de route à respecter. Mais dedans, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des échanges réguliers avec l'ARS. Et du coup, la remontée de terrain se fait grâce à nous sur les besoins et les nécessités des EHPAD, en fait, des équipes et du retour qu'on a des interventions. Ok. Donc, l'ESPREV, c'est une équipe spécialisée de prévention. Donc, vous faites de la prévention entre les EHPAD. Bon, il y a depuis quelques années pas mal d'équipes, entre les équipes mobiles de gériatrie, bref, il y en a plusieurs. Du coup, vous, qu'est-ce que vous faites précisément? C'est quoi l'objectif et la mission d'une ESPREV? Alors, c'est vrai qu'on s'appuie, de toute façon, l'ARS s'est appuyée sur les politiques publiques actuelles, sur les différents plans, sur le PRS, etc., où effectivement, on développe beaucoup la prévention. Et donc, l'ARS a eu l'idée, en tout cas ingénieuse, de pouvoir proposer de la prévention en EHPAD, ce qui peut paraître un petit peu questionnant au départ. Mais c'est vrai que
On vient proposer un accompagnement, donc surtout méthodologique, et un appui pour des outils. Ça peut être des sensibilisations, ça peut être une aide à la veille documentaire, ça peut être de la recherche, ça peut être une aide d'appel à projet pour répondre à des appels à projets. Donc vraiment, on vient apporter ce côté temps et également compétences, parce qu'au sein de l'équipe, il y a bien sûr un temps d'ergothérapeute et ou de psychomotricienne. Donc là, c'est un temps plein qui est au choix de l'établissement porteur, qui est laissé au choix de l'établissement porteur de diviser ou de le laisser sur un seul professionnel. Il y a également un mi-temps de diététicienne, un mi-temps de APA, donc d'enseignant en activité physique adaptée. Et là, c'est pareil, c'est laissé au choix du porteur. Il est possible d'avoir un temps de secrétariat et un temps médical dédié. Donc, ça reste des temps des 0,2 ou des 0,1, mais on a cette possibilité qui est laissée libre à chaque établissement porteur. Donc, effectivement, on sent qu'on est dans l'expérimentation, hein, puisqu'il y a quand même une certaine liberté. Et donc, on vient mettre à disposition des EHPAD de chaque territoire d'ESPREF des compétences qui ne sont pas forcément ou qui sont peu représentées dans les établissements. On sait que sur la métropole lilloise, on s'en rend compte, nous, au sein de nos équipes ici sur le territoire, que les ergots, les psychomotes, c'est quand même des temps qui commencent à être majoritairement représentés dans chaque établissement et encore. Par contre, on ne retrouve pas de diététicienne, on ne retrouve pas d'enseignants en activité physique adaptée. Donc, il y a ces compétences qui sont mises à disposition des établissements pour chaque territoire. Ok, c'est intéressant parce que je te rejoins, je pensais à ça justement, de se dire les ergots, les psychomotes, il y en a, mais c'est vrai que c'est souvent du temps partiel et quand c'est 0,2, bah, finalement c'est compliqué. Et puis parfois les établissements, pour dire d'avoir quelqu'un qui va être là, qui va être plus présent, tu vois, pas seulement un jour par semaine et puis en fait il vient, il fait ce qu'il peut et puis il n'est pas là pendant 7 jours. Souvent, on a des établissements qui vont faire le choix de regrouper le temps et finalement de miser plus sur l'ergo ou la psychomote. Mais du coup, on se passe d'une des deux compétences. Et sur des 0,2, il y a aussi cette logique du coup comment dire, de coordination, mais entre les établissements. Parce que moi, je pense à une ergo ou une psychomote qui fait 5,02, c'est quand même très compliqué. Et qui fait le lien entre tout ce qu'elle fait tous les jours? Ce que je veux dire, c'est que ça peut être dommage finalement de se dire qu'elle va refaire plusieurs fois la même chose. Et tu vois, sans se dire que à un moment, on peut avoir une vue plus globale et partager un peu plus entre les établissements. Tout à fait. Et puis, il y a aussi cette idée, nous, de transfert de compétences aussi. C'est-à-dire qu'il y a on a chacun nos compétences métiers, hein, l'ergothérapeute, l'APA, la diététicienne, les aides-soignantes, les infirmières. Mais il y a des choses où on peut transférer nos compétences et qui sont tout à fait reproductibles par des soignants sans avoir forcément l'ergothérapeute ou le APA ou la diététicienne au sein de l'établissement. Donc ça, c'est hyper important. Et comme tu dis, cette vision aussi de territoire et d'inter-EHPAD qui est quand même très intéressante et que nous, on a la chance d'avoir puisque sur le territoire Hauts-de-France, on va avoir d'ici la fin d'année, actuellement, on est 12 ESPREV. Il nous reste 2 territoires à couvrir. Qui vont être couverts d'ici fin d'année, un par une nouvelle équipe qui va arriver sur le territoire sud et 2 équipes anciennes qui vont monter en compétences, monter en charge et qui vont avoir des professionnels supplémentaires pour pouvoir couvrir l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. Et donc, cette idée, effectivement, d'inter-EHPAD est très, très importante puisqu'on peut aussi mutualiser, on peut aussi faire de faire rencontrer aussi les professionnels, parce que c'est vrai, comme tu le dis, quand on est une ergo à 0,2 ou une psychomotricienne dans un établissement, parfois on se sent quand même un petit peu seul. C'est important aussi de pouvoir rencontrer ses pairs, de pouvoir échanger. On a parfois des idées, mais on n'a pas forcément le temps de construire justement le projet, hein, parce qu'on a le quotidien et l'urgence à faire, parce que quand on est à temps partiel comme ça, on pallie au plus urgent. Et cette possibilité que nous, on offre de pouvoir permettre aussi aux professionnels de se rencontrer, que ce soit bien sûr les professionnels comme on en parlait, là, les ergos, mais on peut également le faire au niveau des aides-soignantes, au niveau des infirmières. Donc, c'est très intéressant, très enrichissant. Et ça permet de prendre du recul par rapport à ces pratiques et de se rendre compte aussi que parfois, ça permet aussi ça, je pense, l'ouverture, de se rendre compte que parfois, ce qui est possible chez le voisin, en fait, c'est possible chez nous. C'est pas insurmontable et c'est réalisable et d'autres l'ont fait, donc pourquoi pas nous, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis pas refaire à chaque fois, se dire, bah, en fait, OK, ça marche, c'est transposé, plutôt que de recommencer un peu à zéro tout le temps et de perdre du temps et de perdre de l'énergie, alors que c'est quand même un peu ce qui manque. Tout à fait. Le temps surtout. Et oui. L'énergie, ça va. Euh, du coup, on parle de prévention. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être sur des choses qui ont été faites récemment? Du coup, concrètement, sur quel sujet vous allez travailler la prévention? Alors, effectivement, tu fais bien de le préciser, on a des thématiques qui sont prioritaires au sein de nos équipes, donc qui sont définies dans le cahier des charges. On a la mobilité et la prévention des chutes, la douleur, l'hygiène bucco-dentaire, donc ça c'est la petite dernière qui est arrivée ici en début 2020, puisqu'on on a la thématique qui est la nutrition et les troubles de la déglutition, et dedans on avait quelques questions sur l'hygiène bucco-dentaire. Et au regard des retours des premières interventions des diverses équipes en fonctionnement, l'ARS a décidé de détacher cette thématique qui ressort beaucoup auprès des établissements qu'on accompagne. On a également la contention, l'ostéoporose et la sarcopénie, et la maladie de Parkinson. Donc voilà, on a cette thématique qui sont reprises dans un autodiagnostic. Donc, afin de pouvoir intervenir au sein des EHPAD, ce qui est demandé en prérequis aux établissements, c'est de remplir cet autodiagnostic, dans lequel on retrouve l'ensemble de ces thématiques. Donc, cet autodiagnostic, on est vraiment dans la démarche projet, qui nous permet de faire un état des lieux aussi bien de ce qui est à améliorer, mais également de mettre en avant tout ce qui existe déjà au sein de l'établissement. Parce qu'en fait, les établissements font souvent déjà de la prévention, mais ce n'est pas forcément valorisé et formalisé en tant que tel. Donc cet autodiagnostic permet aussi cette prise de recul et cette valorisation de l'existant. Donc, l'EHPAD remplit cet autodiagnostic qui demande un petit travail de recherche et des groupes de travail, un peu comme ils en ont l'habitude quand ils font leur évaluation interne, l'éval externe, etc. Il y a déjà pas mal d'informations qu'ils peuvent retrouver dans ces documents, dans le projet d'établissement, dans le plan de formation, dans le rapport annuel du médecin coordonnateur. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont à rechercher et à retrouver là, mais qui sont déjà faites, en fait, ce qui nous permet, nous, une fois que cet autodiagnostic est complété et transmis à l'ESPREV, alors bien sûr, on peut intervenir et on peut aider les EHPAD déjà à cette étape-là, à l'étape du remplissage. Et une fois qu'on récupère cet autodiagnostic, nous, en ESPREV, on l'analyse. On ressort le ou les axes prioritaires au regard de cet autodiagnostic. Ensuite, on retourne à l'EHPAD et là, on se met d'accord sur l'axe sur lequel on va les accompagner sur l'année. L'idée, c'est vraiment de travailler sur un temps quand même défini, mais qui nous laisse aussi la possibilité d'avancer, puisque comme tu disais tout à l'heure, le temps en EHPAD pour se détacher, pour pouvoir mener des projets, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. On en est bien conscient. Donc, l'idée, c'est d'apporter ce soutien méthodologique pour pouvoir mettre en place des actions, des objectifs. Donc, on définit ensemble l'axe ou les axes prioritaires. Alors, nous, on leur dit souvent, on va démarrer par un, et puis ensuite, on verra le deuxième, parce que sinon, on se rend compte que ça fait peut-être beaucoup pour la première année d'accompagnement. Voilà. Donc, de là, on fait des propositions et on définit ensemble des objectifs sur lesquels on va pouvoir les accompagner sur l'année, bien sûr en déclinaison de plan d'action au regard de ces objectifs, et on définit aussi le qui fait quoi. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui peuvent être faits de manière autonome par l'établissement, parce que c'est déjà en fonctionnement, c'est déjà en route, et qu'on vient juste dans cette valorisation et dans l'accompagnement. Il y a des objectifs où on va pouvoir le faire en binôme, c'est-à-dire l'EHPAD et l'ESPREV. Ça peut être sur, comme je te disais tout à l'heure, des sensibilisations aux professionnels. On peut juste être là pour accompagner le médecin coordonnateur sur l'élaboration de son support, puisqu'il n'a peut-être pas le temps. Pareil, médecin co, temps partiel, plusieurs EHPAD, c'est pas toujours évident. Il y a des priorités, surtout en ce moment avec la crise sanitaire. Donc, ça passe peut-être un petit peu ici, on va dire, c'est laissé un petit peu de côté parce que priorité quotidienne. Donc, on peut être là juste en support, par exemple, pour la création de ce support de formation. On peut
être là pour travailler des groupes de travail, et puis ensuite c'est l'EHPAD qui prend le relais sur la mise en place des actions qui ressortent de ce groupe de travail. Ou alors il y a des actions où c'est l'ESPREF qui le prend à sa charge totalement, c'est-à-dire que l'établissement souhaite que ce soit nous qui menions la formation du début à la fin. Voilà, c'est vraiment très très adaptatif, et on s'adapte, je n'ai pas d'autres mots, mais on s'adapte vraiment aux besoins de l'établissement et à leur fonctionnement. On n'est pas là pour dire voilà ce qu'il faut faire, c'est bien, c'est comme ça, c'est la meilleure solution. Non, on voit les moyens qu'ils ont, leur fonctionnement, leur organisation, et on essaye d'amener un petit peu un plus et puis un regard extérieur pour pouvoir poursuivre l'amélioration des pratiques au sein de l'établissement. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est un moment de mutualiser la compétence et pas que tout le monde fasse à peu près la même chose, mais dans son coin. Et voilà. Et puis, c'est capitaliser aussi sur ce qui marche bien à droite et à gauche pour finalement le partager à tout le monde sur un territoire. Et c'est tellement logique, en fait, hein. À Tout la à fois fait, tout pour à fait. l'amélioration continue, pour la qualité de l'accompagnement, et puis aussi avec un intérêt économique finalement, parce que le fait d'avoir une équipe plus centralisée avec un peu peut-être plus d'expertise, le fait d'avoir plus de temps et de travailler plus en équipe, ça permet d'apporter aux établissements voilà, quelque chose de plus concret. Alors, j'ai une question. Euh, Quand tu expliquais le fait d'intervenir dans les établissements et tout ça, ça m'a fait penser à un peu une expérience avec les équipes mobiles de soins palliatifs, du coup, qui sont, alors, c'est pas le même sujet, mais tu sais, dans cette logique aussi d'amener une compétence plus précise. Alors là, c'est plutôt une compétence médicale, en fait, qui manque dans les EHPAD, puisque le médecin co, il n'a pas cette vocation de prescrire, de réaliser les soins et tout ça. Enfin, et puis, c'est une spécialité. Euh, le truc, c'est que parfois, on avait des équipes qui étaient un petit peu, pas opposantes, mais tu vois, qui voyaient l'équipe qui arrive de l'extérieur avec un peu un mauvais œil, tu vois, de se dire, oh, ben, qu'est-ce qu'ils viennent, c'est bon, on sait faire. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu arriver ou du coup, ou sinon, comment vous avez fait en sorte de pouvoir c'est pas s'intégrer, mais pouvoir amener les choses le plus positivement possible pour emmener les équipes et puis faire un peu de conduite du changement et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou vécu? Alors, pour le moment, on n'a pas eu vraiment d'opposition majeure, puisque de toute façon, à partir du moment où on intervient, il y a vraiment une dynamique au sein de l'établissement et une politique de direction qui est présente aussi pour Oui, on pouvoir est venu mettre vous en place. chercher. Mais il nous arrive quand même d'être face à des personnalités, on va dire, lors des accompagnements. Comme partout, après, franchement, enfin, on n'a vraiment pas eu trop de problèmes parce qu'on arrive vraiment d'extérieur. On leur dit qu'on n'est pas là pour leur apprendre leur métier, qu'ils ont leurs compétences, ils ont leur métier et qu'ils le font bien. On s'appuie vraiment sur l'existant et mettre en avant déjà ce qui est déjà bien fait. On leur explique que, par exemple, si on veut développer l'activité physique au sein de l'établissement, notre enseignant en activité physique adaptée, la première chose qu'il va leur dire, c'est que vous le faites déjà. Vous le faites déjà quand vous faites une toilette au lavabo plutôt qu'une toilette au lit. Vous le faites quand vous amenez un résident au restaurant à pied plutôt qu'en fauteuil roulant. L'idée, c'est peut-être de développer, de continuer à poursuivre ces actions et de les développer à d'autres résidents qui en ont le plus besoin et de cibler les résidents qui en ont besoin. Donc, on essaye vraiment, tu vois, de s'appuyer sur leurs compétences et mettre en avant leurs compétences et l'intérêt. Et puis, en fait, on se retrouve, puisqu'en fait, l'intérêt qu'on a aussi bien les professionnels des EHPAD et nous, c'est le bien-être du résident. Donc, sur ces valeurs-là, en fait, on se retrouve énormément et on parle le même langage. Donc, c'est ça qui, je pense, où on n'a pas tu vois, ce frottement. Et puis, le fait qu'on intervient dans différents établissements, on a aussi ce retour d'expérience qu'on partage, bien sûr, en leur disant, mais ces problématiques-là, sachez que vous n'êtes pas les seuls, on le retrouve partout. Et puis, au sein des ESPREF, ce qui est intéressant aussi, c'est que les professionnels, généralement, on est tous issus du milieu de la gériatrie. Donc, on connaît les problématiques qu'ils rencontrent quotidiennement. Quand ils discutent avec nous, on leur dit « Ah bah oui, vous avez raison, on le sait, on l'a vécu aussi ». Donc ça permet d'établir cette relation de confiance avec les professionnels. Donc, on n'est pas vraiment on n'a pas en tous les cas pas encore rencontré de grosses problématiques de refus en fait d'accompagnement où ça fonctionne pas. Non, généralement
ça passe plutôt bien, mais il faut réussir à trouver les ficelles pour établir cette relation de confiance. Ouais, je comprends. Non, mais oui, puis c'est vrai que tu le disais, avec une approche de valorisation à partir d'évaluation, vous faites déjà, vous faites et tout ça, on va voir comment on peut apporter un petit peu plus. C'est vrai que en principe, il n'est pas censé avoir de blocage. Tu disais, vous êtes combien en fait sur une équipe et pour combien d'établissements? Parce que du coup, je me dis, il y a plein de thématiques sur un an et tout ça. Je veux dire, il y a un travail fou. Et puis finalement, juste le fait d'aller vers les établissements, de prendre ce temps-là, finalement, je me dis, en même temps, s'il y a un établissement qui ne veut pas de vous, vous devez en avoir tellement d'autres à accompagner que bah, tant pis pour lui en fait. Mais du coup, vous êtes combien et pour combien d'établissements? Alors, on est combien? Donc, comme je te disais tout à l'heure, on a un temps plein ergo et ou psychomote, 0,5 EAPA et 0,5 diète. Donc, ce qui nous fait 2 ETP sur Oui, l'équipe. petite équipe. Petite équipe, mais petit début. Hein. Après, non, mais enfin, c'est déjà voilà. un très bon début. Mais c'est ça. Mais je me dis, du coup, par rapport à un territoire, vous avez. Enfin, c'est sur quel périmètre? Parce que tu vois, si tu me dis, bah, j'ai cette équipe-là pour une dizaine d'établissements, je me dis, bah, OK, c'est une forme de mutualisation. On a pris les 0,2, on fait des temps pleins. Comme ça, on a des gens qui sont là toute la semaine et qui, du coup, peuvent capitaliser. Maintenant, si tu me dis, c'est un territoire, je ne sais pas, il y a 30 établissements, bah ouais. Et ben, c'est bien ça. On a, chaque ESPREV a entre 30 et 50 établissements à accompagner. Donc, entre 30 et 50, mais ce qui représente à peu près tous le même nombre de lits. Donc, ça a été divisé Okay. à peu près de manière équitable, avec aussi des spécificités de territoire, puisque effectivement, nous, on est sur la métropole lilloise, donc on est plutôt urbain, et on a des équipes qui ont des grands territoires, comme le territoire d'Abbeville, par exemple, qui est très étendu, avec quelque chose qui est beaucoup plus rural, donc avec des problématiques différentes. Ouais. Ça, c'est intéressant quand même de travailler par territoire, parce que justement, on a des problématiques qui sont propres à chacun, et des équipes ou d'autres professionnels sur lesquels on peut s'appuyer enfin, des supports différents selon les territoires. Voilà, tous les territoires n'ont pas forcément accès aux mêmes technologies, aux mêmes soins, aux mêmes équipes, aux mêmes systèmes. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant de réfléchir par territoire. Et effectivement, comme tu dis, entre 30 et 50 établissements, ça paraît énorme, mais étant donné qu'il faut remplir cet autodiagnostic, il y a déjà un travail à faire par l'établissement, et on ne reçoit pas tous les autodiagnostics en même temps. Ce qui fait que notre travail à nous est assez varié en fonction de la réception de ces autodiagnostics, puisqu'il y a des établissements pour lesquels on a commencé en janvier, d'autres on va commencer en février, d'autres en mars, en avril. Donc, du fait, ça étale aussi un petit peu l'organisation au sein de l'équipe. Mais c'est vrai que je ne te cache pas là qu'actuellement, nous sommes arrivés à 24 établissements à accompagner. L'agenda est bien rempli, quoi. On a des interventions tous les jours, voire 2 fois par jour. Ouais, ok. Et alors, tu vas me dire, ça doit être très variable en fonction du projet, de l'établissement, des possibilités, mais si vous êtes sur un accompagnement, je ne sais pas, on parle justement, alors vous ne le faites peut-être pas encore, mais hygiène bucco-dentaire, c'est en gros combien de fois il faut y aller, comment ça marche, est-ce que ça peut se faire aussi à distance en fait, parce que finalement ou est-ce que vous êtes sur place, comment vous faites? Ça peut être un autre sujet, hein, mais Oui, ça peut être un autre sujet, mais tu as raison. Par contre, ce que je tenais à préciser aussi, et on n'en a pas encore parlé, c'est qu'on n'effectue pas de soins, contrairement aux équipes mobiles, par exemple, de soins ouais, palliatifs. d'accord. Non, Qui, eux, vont au chevet du résident. Et je pense que c'est quelque chose, je ne l'ai pas précisé, mais qui est important de préciser. On accompagne vraiment les professionnels, les équipes des EHPAD, les intervenants. On essaye de faire le lien aussi avec les libéraux et les directions de l'EHPAD, et aussi le médecin co dans son rôle propre, hein, qui est une mission qui est de développer la prévention. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de signaler. On est vraiment dans le transfert de compétences et pas dans la prise en charge d'un résident au sein de l'établissement, ce qui est quand même une nuance à apporter. Effectivement, sur l'hygiène bucco-dentaire, l'idée, c'est de développer, ou sur une autre thématique, hein, l'idée, c'est de développer un plan d'accompagnement sur l'année. On peut aussi bien travailler, par exemple, sur l'hygiène bucco-dentaire, sur le fait, sur la visite de préadmission. C'est-à-dire, est-ce qu'en visite de préadmission est demandé si le résident a toutes ses dents, hein, déjà, ou s'il porte un appareil dentaire. Est-ce qu'il a un appareil dentaire uniquement le haut? Est-ce qu'il a un appareil dentaire haut et bas?
Est-ce que c'est un appareil dentaire qu'il supporte? Est-ce qu'il le met? Parce que ça, c'est important, parce que parfois, en EHPAD, on le constate. Hein, il a un appareil dentaire, il ne met jamais. Oui, mais en fait, ça fait 4 ans. Excuse-moi, ça fait 4 ans qu'il ne met pas. Donc, forcément, on ne va pas le forcer en EHPAD à lui mettre son appareil dentaire. On va peut-être plus le laisser qu'autre chose. Une autre question qui est très importante sur cette thématique de prévention en hygiène bucco-dentaire, est-ce que le résident est suivi par un chirurgien dentiste? Ouais, c'est ça. De quand date son dernier rendez-vous? Tu vois? On peut également travailler sur le trousseau du résident, sur l'hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce qui est demandé à la famille de ramener pour pouvoir avoir une bonne hygiène bucco-dentaire auprès du résident et que le personnel puisse effectuer les soins de base? Si on n'a pas le matériel, on ne peut pas faire les soins. Ouais. Et on est toujours dans la prévention. Tu vois, on peut travailler aussi. Nous, on a accompagné par exemple un établissement et on s'est prévu dans d'autres établissements de faire des audits de pratique. C'est-à-dire qu'on fait un audit aussi bien sur le matériel, donc on vérifie, on crée avec l'établissement le support d'audit sur lequel on vérifie s'il y a dentifrice, brosse à dents, boîte à prothèse, brosse à prothèse, c'est des choses de base. Mais s'il n'y a pas ça dans la chambre, le soignant il ne peut pas faire son soin, c'est juste pas possible. On va également jusqu'à la traçabilité du soin. Si ce n'est pas tracé en tant que tel, ça nous est arrivé par exemple dans un établissement, effectivement, le soin de bouche n'était pas détaché du reste du soin de la toilette du résident. Mais ce qui n'incite pas le soignant, lorsqu'il constate une problématique dans la sphère buccale, de le transmettre. Et du coup, derrière, on n'a pas l'intervention du médecin, il n'y a pas l'alerte au chirurgien dentiste. Enfin, voilà, tout Ouais, on va passer à côté. Voilà. Tu vois, on est vraiment dans une globalité. On fait également des sensibilisations. Alors, on parle plutôt de sensibilisation, nous, plutôt que de formation, parce que généralement, on a maximum 1 heure pour pouvoir faire ces sensibilisations. Donc, voilà, on vient apporter de la théorie. Alors, je t'avoue que cette thématique, elle ressort beaucoup. Et quand on fait ces sensibilisations aux professionnels, ça leur parle énormément parce que c'est leur quotidien, quoi. Non, c'est un vrai problème, en fait. Voilà, c'est un vrai problème. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que nous, on ne va pas vous dire que à partir du moment où on intervient et on vous accompagne, demain, l'ensemble des résidents vont avoir une hygiène bucco-dentaire matin, midi et soir. Non. L'idée, c'est déjà de vérifier s'il y a le matériel pour pouvoir travailler. C'est d'avoir cette sensibilisation et de vérifier si les résidents, si on sait qu'ils ont un appareil dentaire, parce que combien de fois en EHPAD, c'est arrivé à tout le monde, de se rendre compte qu'en fait, au bout de 3 mois, que le résident a un appareil dentaire et qu'on ne lui a jamais enlevé. C'est arrivé, je vois que tu souris, mais c'est vrai, c'est arrivé à tout le monde. Combien de fois? Et cette problématique de la sphère buccale est très importante parce que derrière, on peut engendrer des douleurs, ce qui peut faire que le résident se nourrit mal ou arrête de se nourrir parce qu'il a un problème au niveau de la sphère buccale. Du coup, dénutrition, du coup, fonte musculaire et de ce fait, risque de chute et on est parti dans la cascade gériatrique. Donc, en fait, cette thématique est très, très importante auprès des EHPAD et on va jusqu'à vérifier cette traçabilité, ce suivi bucco-dentaire au niveau du chirurgien dentiste. Alors, effectivement, il y a pas mal de choses à développer sur le territoire. On travaille en collaboration avec Candidan, notamment. Pour essayer de développer les actions, travailler avec les chirurgiens de chaque territoire pour pouvoir développer des partenariats. Je sais que l'ESPREF de Boulogne est en cours de travail sur cette thématique où ils sont en train de recenser les chirurgiens dentistes qui sont volontaires pour pouvoir intervenir et participer en EHPAD et pourquoi pas mettre à disposition des établissements une sonde endobuccale pour pouvoir avoir ce dépistage qui est fait grâce à ce partenariat qui est établi. Donc, on peut voir large. On peut développer la prévention de plein de manières possibles sur les différentes thématiques et c'est très, très intéressant. Ouais, c'est top. Et puisque finalement, un établissement n'arrivera pas ou fera peut-être d'une manière exceptionnelle tout seul dans son coin, là, au moins, il y a plus de moyens, je pense que ça va plus vite, c'est plus efficace et surtout, du coup, on le partage et ça bénéficie à tout le monde. Tout à fait. Cool. Alors, pour conclure, dernière question. Comment, par exemple, un établissement sur un territoire, parce que l'ESPREF, on entend parler depuis quand même quelques temps, mais je pense que c'est quand même tellement nouveau et puis il y a eu un contexte ces derniers mois aussi compliqué. Donc, un établissement qui a une problématique, qui a un sujet et qui veut peut-être être accompagné, ou voilà, comment ça marche? Comment on vous sollicite? Comment on prend contact avec vous?
Eh ben, écoute, normalement, chaque ESPREF de territoire sollicite ses EHPAD pour pouvoir être accompagné. Maintenant, moi, on peut me contacter et je peux redispatcher aux ESPREF du territoire de l'EHPAD. Donc, c'est très simple, on peut m'envoyer un mail. Je vais donner mon adresse mail. Alors, pour les établissements des Hauts-de-France. Oui, bien sûr. Hein. On est bien d'accord sur les Hauts-de-France puisque c'est expérimental uniquement sur les Hauts-de-France. D'accord, il n'y a pas d'autres ESPREF Non, okay. non. C'est vraiment notre ARS qui, pour le coup, a développé ce dispositif sur son territoire, donc sur les Hauts-de-France. Donc, si les EHPAD des Hauts-de-France, si un EHPAD des Hauts-de-France souhaite être accompagné par une ESPREF, donc on peut m'envoyer un mail et moi je le dispatcherai à la bonne équipe. Donc, c'est C comme Camille, SCAP, SCA2PE, GHLH, donc comme groupe hospitalier losaubourdin.fr. On mettra le mail dans le descriptif. Et ben ça marche. Et ben j'ai appris plein de trucs sur les ESPREF et du coup ça peut amener aussi plein de sujets de discussion sur comment on trouve des solutions innovantes, efficaces pour ces 7 thématiques sur lesquelles vous intervenez. Et on a, je pense, en tout cas, je suis convaincue par ce projet, je pense que ça s'entend, mais on a un très bel avenir et comme tu dis, on a cette thématique, mais on peut imaginer de développer ces thématiques, on peut imaginer de développer les établissements qu'on accompagne. Enfin voilà, si on veut, on peut imaginer, on a déjà pas mal d'idées sur les perspectives d'évolution des équipes. Super, et bien parfait, à bientôt. Moi aussi, merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.